Alors, François, Oui. top secret, Oui. et nous faisons un bond dans le passé, puisque nous sommes en 1700. Nous sommes en 1700, et tu es le vigneron d'une parcelle. Donc, comment ça se passe? Alors, cette parcelle, on l'a appelée le Mayol. Le Mayol en vieux parler-d'oc, ça existe d'ailleurs sous une multitude d'orthographes différentes. Mayol, Mayeul, Mayoles, Mayeulles. Ça veut dire le plantier, la vigne jeune. Alors on lui a donné ce nom parce qu'effectivement, c'est une vigne jeune que nous avons replantée, que nous avons plantée en 1998. Mais l'originalité de cette vigne, c'est qu'elle n'est plantée, je devrais dire complantée, que des variétés anciennes qui faisaient les vins de Saint-Georges à cette époque-là, c'est-à-dire 1700, avant et même après, jusqu'au milieu du 19e siècle. Les vins de Saint-Georges étaient effectivement des vins parmi les plus connus du sud de la France. Et à la fin du règne de Louis XIV, les vins de Saint-Georges étaient commercialisés même jusqu'en Russie, ce qui pour cette époque-là était un véritable exploit commercial. Et Jefferson, c'est quel... Alors Jefferson, c'est la fin du 18e, 1783 pour être plus précis. Thomas Jefferson était à ce moment-là ambassadeur des États-Unis en France. C'était un grand ami de Lafayette, un admirateur de la France. Il était très très francophile. Et ce diplomate se trouvait doublé d'une fine fourchette. Il adorait tout ce qui était bonne chère et bon vin, et d'un grand agronome. Et donc, profitant de son ambassade à Paris, il en a profité pour faire le tour de France de tout ce que les provinces françaises pouvaient amener d'intéressant, tant sur le plan gastronomique que sur le plan agricole. Et donc, de passage en Languedoc, il a noté 2 vins, il n'en a noté que 2, les Muscat de Frontignan et les vins fins de Saint-Georges d'Orque. Et alors, tenez-vous bien, on croit en rêver, il les a même, une fois qu'il a été président des États-Unis, donc on est une vingtaine d'années plus tard, dans les années 1805, 10, je crois que c'était 1806, il les a même détaxés pour en favoriser l'importation. On rêve, hein, formidable. Si ça formidable. pouvait... Alors, ce Mayol, donc cette vigne, ça a dû te demander beaucoup de travail pour arriver à reconstituer ce vignoble tel que on pouvait l'imaginer. C'est pas réellement du travail, c'est du plaisir. Bon, quand on s'est installé avec Laurence à Saint-Georges-d'Orque en 93, on n'avait pas de bouteilles à vendre, donc on avait un peu de temps. Et quand la météo nous éloignait des vignes parce qu'il faisait trop froid ou il pleuvait pour tailler, eh bien, comme je suis amateur d'histoire, on a essayé de savoir ce qui avait amené Jefferson à goûter ce vin plutôt que notre. Parce qu'on a pensé que si Jefferson goûtait ce vin, comme c'est un personnage important, en général, on fait goûter aux personnages importants ce que la région a de mieux pour se faire valoir. Donc c'est que la réputation de ce vin était antérieure à son passage. Donc à quand remonter cette réputation, quelle était son origine, son importance. Et on a trouvé des choses complètement étonnantes. C'est que à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe, donc on est à la fin du règne de Louis XIV, les vins de Saint-Georges comptaient parmi les vins majeurs du sud de la France. Et c'était des vins qui étaient exportés donc, dans toute l'Europe, en particulier l'Europe du Nord. Donc il fallait traverser tout le pays ou passer par le détroit de Gibraltar, ou encore se servir, à partir de 1682, de se servir du magnifique canal du Midi, construit par et sous l'égide de Paul Riquet, pour voyager donc vers les pays scandinaves, Écosse, Grande-Bretagne et donc même la Russie. Et je crois avoir compris également qu'il s'agissait, mais on n'a pas encore de certitude, il faudrait pour ça explorer les archives du port de Sète, ce qu'ils appelaient alors, dans ces documents que nous avons pu consulter, au-delà des mers, il s'agit très vraisemblablement des Amériques, puisque quelques Montpelliérains célèbres, comme Monsieur de Montcalm, investissaient l'Amérique du Nord et le Canada. Voilà. Donc les vins de Saint-Georges étaient des vins extrêmement connus. Et effectivement, cette notoriété, on la retrouve dans un livre passionnant que j'ai découvert en visitant la bibliothèque des archives de l'ENSAM à Montpellier, d'un agronome qui s'appelait le docteur Julien, et cet ouvrage s'appelle Topographie des vignobles connus.
Où le vin de Saint-Georges, le vignoble de Saint-Georges d'Orques est classé vignoble de première catégorie, et dans la même catégorie, sur le plan national, on y trouve Meursault, Saint-Émilion. Pomerol n'existe pas, il n'est pas différencié. Saint-Émilion comprend à ce moment-là ce qui est devenu le grandissime Château Pétrus. Fronsac, qui avait donc la même réputation que Saint-Émilion, ce qui montre bien que les réputations sont aussi... oui, d'une part éphémère et aussi très directement liée à la volonté politique des gens du secteur. Une chose est certaine, c'est que la proximité de Montpellier a dû aider à l'émergence du vignoble de Saint-Georges. Mais on ne fait émerger que quelque chose qui existe déjà et qui est déjà bon. Tout à fait. Voilà. Alors si on quitte les manuels pour revenir dans la vigne elle-même, combien de cépages sont complantés dans cette parcelle? Alors, qui fait combien cette parcelle? Elle fait 60 arts. 60 arts. Elle fait 60 arts et on a donc voulu reconduire les choses complètement à l'identique, parce qu'il y a une chose qui est absolument sidérante, c'est que à la fin du 19e siècle, en l'espace d'une génération, c'est-à-dire en 30 ans, le Languedoc a rayé de sa carte 8 siècles d'usage viticole. C'est-à-dire que tout ce qu'on cultive aujourd'hui, eh bien, n'était pas cultivé autrefois. Les grenaches Carignan, Cinsault, Aramon, Syrah, sans être totalement inconnus, ils n'étaient pas cultivés. On trouve le Carignan un peu en Roussillon, mais pas du tout en Languedoc. Le Mourvèdre, on le trouve ou en Roussillon ou plus près de la Provence sous le nom de Plan d'Ur, Espar, Mataro, Plan de Saint-Gilles, mais Mourvèdre en Languedoc très très peu. On n'y trouve pas de Cinsault, qui pourtant était connu, puisque Olivier de Serres le mentionne dans un ouvrage agronomique du milieu du XVIIe siècle, mais pas sur Saint-Georges. Alors, il y avait l'existence des vins de cépage était déjà là, puisque les vins de Villeveyrac étaient connus surtout pour leur morastel. Les vins de Langlade, autre très beau terroir languedocien, étaient surtout connus pour leurs aspirants ou les ribérenques. Voilà. Mais Saint-Georges d'Orques déjà était connu, non pas pour ses vins de cépage, mais pour son vin de Saint-Georges. Et le vin de Saint-Georges est composé donc essentiellement de 7 cépages majeurs qui sont là dans cette parcelle. Donc les morastels noirs à jus blanc, les œillades noires et grises, le terré noir et le terré gris, et puis un peu de fouiral, de ramounen, calitor et cargamiol, qui sont des variétés qui étaient considérées comme mineures et qui sont là juste pour l'anecdote. Voilà. Alors cette vigne est complantée en foule. On a simplement organisé la foule pour avoir l'ensemble de ces variétés. Et autre originalité, je dirais même difficulté pour nous, vignerons du XXIe siècle, c'est que tous ces raisins-là sont ramassés en même temps. Il y a donc des écarts de maturité. Par conséquent, pour goûter, pour choisir la date de vendange, il faut apprendre à ne pas goûter des variétés, mais on goûte une parcelle. Donc c'est un exercice qui est plus difficile. C'est un peu comme l'exercice de cuisine où on a plusieurs ingrédients, le bœuf, la carotte, l'oignon, l'ail, etc. Et puis on imagine ce que peut donner la cuisson ensemble de toutes ces choses-là. Et bien pour le Mayol, c'est un peu la même démarche, mais je vous garantis que c'est pas une sinécure et que sans les avoir jetés, on jette jamais, le vigneron ne jette jamais, mais on a éliminé beaucoup de choses. La première vinif en 2000, on a voulu la conduire à l'authentique, sans soufre. Bon, ben, ça avoue ses limites. On débouche les bouteilles, on a 3 minutes pour goûter quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Et 2001, on est parti sur des choix agronomiques totalement erronés. Cette année-là, je crois que j'ai fait 3 vendanges. Une vendange en verre trop précoce, une vendange en verre un peu tardive, et puis la vendange normale. Et au final, on a eu quelque chose qui était maigre, pas bon. Bon, c'est vrai que la vigne était jeune. Mais donc ça nous a obligés d'attendre. Et on a attendu longtemps, puisque entre la naissance de l'idée, c'est la lecture de ces documents d'archives dans l'hiver 93-94, entre donc la naissance de l'idée et la première bouteille vendue, il s'est écoulé 12 ans. Donc c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de plaisir de la vigne, de plaisir de savoir. Ah oui, voilà. Oui, c'est un véritable travail de défricheur et c'est très intéressant. Ouais. Comment peut-on qualifier le vin qui sort de là? Quelle est sa différence par rapport au vin, on va dire, moderne?
Oh ben, c'est pas un vin étrange, hein. C'est un vin classique, mais qui dans des équilibres qui n'ont plus rien à voir avec les Languedoc contemporains tels qu'on les connaît aujourd'hui. On est beaucoup plus proche d'équilibres de style bourguignon parce qu'on a des maturités extrêmement tardives. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, en 1753, le ban des vendanges était le 10 octobre. Le ban des vendanges, c'est-à-dire le début des vendanges. Bon, cette année, 2011, on a vendangé cette parcelle le 30 septembre. Bon, c'est une année extrêmement précoce. En général, on les vendange les premiers jours d'octobre. Il y a donc grosso modo, avec le XVIIIe siècle, on a une dizaine de jours d'écart. Le climat a changé, mais effectivement, on a des cépages qui sont moins riches en alcool que nos cépages contemporains. Mûrissent plus tard, ont plus d'acidité, moins de couleur. Ils vont pouvoir se garder? Sans l'ombre d'un doute, puisque les sommeliers de quelques grands restaurants qui l'ont à leur carte les servent aujourd'hui. Et le sommelier de Ledoyen, pour ne pas le citer, je le cite volontiers. Avec plaisir. Il s'appelle comment? Il s'appelle Géraud Tournier. On le salue. M'a confié avoir servi dernièrement des Mayol 2003 qui ont été pris à l'aveugle à une tablée d'hommes assez connaisseurs, pour ne pas dire très connaisseurs, pour un Von Romané 2002. Voilà, donc on retrouve dans ces dégustations à l'aveugle, on retrouve un petit peu la similitude des vins de Saint-Georges avec les vins de Bourgogne, hein, c'est-à-dire fraîcheur et plus sur l'élégance que sur la puissance. C'est une des caractéristiques des vins de Saint-Georges et moi c'est ce que j'aime dans le vin, parce qu'en parler, bon, vous vous en rendez compte, j'aime beaucoup, mais le boire c'est quand même vachement mieux, quoi. Bon, mais écoute, nous attendons l'élégance et la puissance. La puissance très maîtrisée. La puissance très maîtrisée de ce vin. Je dois ajouter, bon, tu couperas si tu veux, non. que on est sur un des très beaux terroirs de Saint-Georges, donc les deux plus beaux sont les Villafranchiens et les Chailles, et là on est ici au cœur des... On est au cœur des Chailles. Au cœur des Chailles. Alors ces Chailles sont difficiles à trouver, à la recherche de c'est difficile à trouver parce que dans la terre, une fois labourée, on a un caillou tout à fait normal, mais s'il est cassé, on voit autour du silex, on voit, je vous en montrerai d'autres à la maison, on voit la recalcification, voilà une autre chaille plus petite, hein, voilà. Bon. On continue. On continue.